Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce dimanche 19 juillet. Bombardements mutuels et risques d'embrasement au Moyen-Orient, l'Iran et les États-Unis replongent de plus belle dans la spirale des violences, fragilisant davantage le protocole de paix. Le guide suprême iranien, l'ayatollah Mujtaba Khamenei, hausse le ton et met en garde les États-Unis contre des leçons inoubliables de la part de la nation iranienne et du front de la résistance. En Algérie, coup d'envoi officiel de la première édition des classes éducatives au profit des enfants de la communauté algérienne établie à l'étranger dans le cadre de la concrétisation de l'initiative éducative Summer Camp 2026. Et puis finale de la Coupe du Monde 2026, nous saurons ce soir qui de l'Argentine ou de l'Espagne inscrira une nouvelle étoile à son maillot. Bonsoir à tous. Tension extrême au Moyen-Orient. Les États-Unis ont mené de nouvelles frappes ce dimanche contre des infrastructures iraniennes. En représailles, Téhéran a encore une fois lancé des drones et des missiles sur des intérêts américains dans le Golfe. Les hostilités ont atteint un niveau sans précédent depuis le cessez-le-feu conclu en avril pour mettre fin à la guerre. Le point sur la situation avec Amel Amzian-Zitouni. Une 8e nuit consécutive de frappes américaines contre l'Iran au lendemain de l'annonce de la mort de 2 soldats américains en Jordanie. L'armée américaine dit avoir ciblé les gardiens de la révolution qui avaient revendiqué l'attaque contre la base américaine en Jordanie. Téhéran a riposté ce dimanche matin en lançant des drones explosifs sur des bases militaires américaines au Koweït. Pour rappel, les forces armées iraniennes avaient déjà riposté samedi après une vague d'attaques américaines de missiles et de drones en frappant des bases américaines au Koweït, à Bahreïn et en Jordanie. Le bureau des relations publiques de l'armée iranienne a déclaré que les frappes constituaient, je cite, une riposte directe aux crimes américains dans les zones civiles et aux violations des accords internationaux. L'armée iranienne a souligné que ces actions visaient à défendre l'histoire et l'identité de la nation et a juré de rester inébranlable en première ligne de la résistance contre ce qu'elle a qualifié d'oppression et de tenir bon face à ses ennemis. Des sirènes d'alerte aérienne ont été déclenchées ce dimanche à Bahreïn, visées depuis plusieurs jours par des attaques de l'Iran contre ses voisins alliés des États-Unis, selon le ministère de l'Intérieur. Au Koweït, une attaque iranienne contre une usine de production d'eau et d'électricité, la 2e en 2 jours, a provoqué dimanche un incendie sur le site, selon les autorités. En Iran, les autorités de la province d'Hormozgan ont affirmé que les attaques américaines avaient complètement détruit une station de pompage d'eau de mer et un transformateur électrique d'une usine de dessalement. Parallèlement à ces bombardements, des incidents maritimes se succèdent dans le détroit d'Ormuz, épicentre des tensions au Moyen-Orient. Les gardiens de la révolution iranienne ont affirmé ce dimanche avoir stoppé plusieurs navires qui tentaient de franchir sans leur autorisation le détroit, en pleine escalade des tensions entre Téhéran et Washington pour le contrôle de cette voie navigable stratégique. Face à cette escalade, le guide suprême iranien, l'ayatollah Mujtaba Khamenei, a haussé le ton et mis en garde les États-Unis contre, je cite, des leçons inoubliables que lui réserve la nation iranienne et le front de la résistance dans un message écrit relayé par la télévision iranienne. Parallèlement, les violations répétées des promesses faites par le grand Satan concernant le mémorandum d'entente signé entre les présidents iraniens et américains ont une fois de plus démontré à tous combien la signature du président américain est sans valeur et indigne de confiance et que l'agression, la domination et la brutalité sont des composantes indissociables du caractère américain. De son côté, le commandement militaire conjoint iranien a indiqué que ce qu'il a qualifié de convoitise, d'intimidation, de totalitarisme ou de brutalité des États-Unis se heurterait, je cite, à une réponse dévastatrice évoquant des défaites successives des États-Unis dans la guerre et leur plan visant à créer la division et la discorde entre le peuple et les autorités.
Et l'Iran a annoncé la suspension de l'ensemble de ses engagements prévus dans le protocole d'accord de paix conclu avec les États-Unis, accusant Washington d'avoir violé ses obligations et d'avoir mené des actions hostiles. Cette rupture diplomatique s'inscrit dans un contexte d'escalade militaire majeure dans la région marquée par des attaques de drones et de missiles. Dans l'actualité également, l'entité sioniste poursuit son agression génocidaire contre la bande de Gaza. Au moins 3 Palestiniens sont tombés en martyrs dans de nouvelles frappes ayant visé le quartier Zeytoun à l'est de la ville de Gaza au lendemain de bombardements ayant fait 10 martyrs, dont un couple et 3 de leurs enfants au nord-ouest de la même ville. Impuissants face à la machine génocidaire de l'entité sioniste, les Gazaouis ne peuvent que constater les dégâts et enterrer dignement leurs victimes. Ce qui s'est passé, c'est qu'hier soir, nous avons reçu un ordre d'évacuation pour tout le quartier d'El Laham. Ils nous ont dit qu'il allait bombarder un pâté de maisons entier, alors nous avons évacué. Ils nous ont dit que nous avions 10 minutes. Pendant ces 10 minutes, nous n'avons pas pu nous procurer de bonbonnes de gaz, sortir ni rien prendre, pas même nos vêtements. Nous avons fui, pris de panique, certains criaient, d'autres couraient. Où est cessez-le-feu? Par Dieu, nous n'avons vu aucun cessez-le-feu. Par Dieu, nous n'avons vu aucun cessez-le-feu. Chaque jour, il y a des morts et des frappes. Notre message au monde est le suivant. Arrêtez cette guerre contre nous. Nous n'en pouvons plus. Nous ne trouvons même plus de quoi manger. Pourquoi font-ils ça? Nous n'y sommes pour rien. Nous étions en sécurité chez nous. Nous voulons manger, nous voulons vivre comme tout le monde. احنا قاعدين امنين في بيوتنا بدنا ناكل اللقمه بدنا نعيش زي الناس اللي هم عايشين. Et l'élan de solidarité avec le peuple palestinien à l'échelle internationale ne faiblit pas. Hier, des milliers de manifestants ont défilé dans les rues de Londres, appelant le futur Premier ministre Andy Burnham à prendre des mesures fermes contre les agressions de l'entité sioniste à Gaza. Andy Burnham a déclaré que le gouvernement britannique avait commis une légère erreur, mais il n'a pas précisé ce qu'il comptait faire. Il n'a pas qualifié les faits de génocide, ce qui est pourtant le cas, et nous avons le devoir de prévenir, l'État a le devoir de prévenir le génocide. Je suis un peu sceptique quant aux véritables capacités d'Andy Burnham et seul l'avenir nous dira ce qu'il en est. Je pense qu'il faudra des mesures concrètes comme des sanctions contre Israël, l'arrêt de tout dialogue avec les colonies et un embargo total sur les armes. S'il prend des mesures tangibles de ce type, alors je pense que je pourrais dire, vous savez quoi, il va changer des choses. S'il se contente de parler vaguement de la solution à 2 États, que nous trouvons formidable, mais sans rien faire de concret pour améliorer la situation du peuple palestinien, alors je crains que rien ne change. Cela fait près de 3 ans que nous venons ici. Nous organisons nos propres manifestations à Liverpool depuis lors. Nous ne partirons pas. Nous sommes solidaires du peuple de Gaza. C'est un peuple opprimé. Un génocide est en cours et la première chose qu'Andy Burnham doit faire, c'est de reconnaître qu'il s'agit d'un génocide. Et en Cisjordanie occupée, une vingtaine de colons sionistes, certains masqués, ont attaqué la mosquée Al-Taqwa dans le village d'El Touani pendant la nuit et l'ont incendié. Ces hommes ont également incendié 2 maisons et attaqué une laiterie et tagué des graffitis sur les murs de la mosquée. Des habitants sont parvenus à éteindre les flammes avant qu'elles ne se propagent. C'était une attaque contre tout le village. Les colons venaient du village voisin. Ils étaient une quarantaine. 6 d'entre eux ont attaqué ici, directement cette maison, pour empêcher quiconque de sortir, tandis que les autres se sont dirigés vers la mosquée et ont tenté d'y mettre le feu. Dans cette pièce où ils ont tenté de mettre le feu, il y avait des enfants, dont un bébé de 20 jours.
En Algérie, je vous en parlais en titre, le coup d'envoi officiel de la première édition des classes éducatives au profit des enfants de la communauté algérienne établie à l'étranger a été donné ce dimanche au lycée des mathématiques Mohamed Mourbi de Kouba à Alger dans le cadre de la concrétisation de l'initiative éducative Summer Camp 2026. Cette initiative organisée en partenariat entre les ministères des Affaires étrangères, de l'Éducation nationale et de la jeunesse cible les enfants âgés de 8 à 16 ans à travers 3 sessions éducatives réparties sur plusieurs wilayas. Cette dynamique éducative s'inscrit dans le cadre de la consécration des orientations des hautes autorités du pays visant à renforcer les liens entre les jeunes générations de la communauté établie à l'étranger et leur patrie. Pour cette première édition, l'étape actuelle concerne 14 wilayas répartis sur les différentes régions du pays et s'adresse aux enfants de la communauté expatriée âgés de 8 à 16 ans. Bien entendu, les inscriptions demeurent ouvertes et accessibles à tous les membres de la communauté intéressés par cette formation éducative. La vague de chaleur qui touche de nombreuses wilayas en Algérie devrait se poursuivre durant les prochains jours avant de commencer à s'atténuer progressivement à partir du 26 juillet. Selon le spécialiste en météorologie à l'Office national de la météorologie, Boualem Sayar, ce changement de la situation météorologique résultera d'une baisse de la pression atmosphérique dans les hautes couches de l'atmosphère, favorisant la formation de courants d'air nord-ouest. Après une hausse marquée des températures sur l'ensemble des wilayas du nord du pays, où des records ont parfois été enregistrés, une baisse temporaire du mercure est prévue. Ce rafraîchissement touchera d'abord les wilayas du nord-est le 24 juillet, avant de s'étendre aux wilayas du centre et de l'ouest le 25 juillet. Selon les dernières mises à jour météorologiques, cette baisse restera transitoire avant une stabilisation complète, marquant un retour progressif à la normale prévue pour le 26 juillet courant. حسب التحديثات التي متوفرة لدينا إن شاء الله التراجع الملحوظ ودرجة الحرارة ستعود إلى معدلاتها الفصلية هذا ابتداء من يوم 26 جويلية القادم. Vague de chaleur inédite, incendies de forêt et des victimes par dizaines de milliers. La canicule n'épargne quasiment aucune contrée dans le monde, notamment l'Europe qui subit sa troisième vague de chaleur de l'été. Le point avec Souhila Akilal. Le mercure s'affole, les habitants suffoquent et les incendies font rage. L'été 2026 a annoncé la couleur dès les premiers jours de la saison. Avec des températures historiquement élevées, cette saison estivale s'avère effectivement exceptionnellement chaude à l'échelle mondiale. L'Afrique, l'Europe et d'autres continents ont enregistré dès le mois de juin des températures caniculaires sous l'influence combinée du changement climatique et du puissant phénomène El Niño. Ces dernières années, nous avons constaté une augmentation de la gravité et de la fréquence des feux de forêt dans certaines régions du monde, notamment dans les forêts en Australie, en Amérique du Nord et en Europe. L'augmentation des feux de forêt à travers le monde s'explique par plusieurs raisons. Le changement climatique en est bien sûr une des principales. Ce mois de juillet, l'Europe en est déjà à sa troisième vague de chaleur. La végétation desséchée et les températures élevées alimentent de nombreux incendies dévastateurs. Avec des dômes de chaleur persistants, l'Espagne et une grande partie de l'Europe du Sud, à l'instar du Portugal, de la Grèce ou encore de la France, sont confrontés à des saisons d'incendies de forêt de plus en plus intenses que les scientifiques attribuent au changement climatique. On constate aujourd'hui que la saison des feux de forêt s'est allongée de plus de 20% au cours des 40 dernières années à travers le monde. On observe donc une augmentation significative du nombre d'incendies, surtout dans l'hémisphère nord, en particulier dans les zones rurales dans la région méditerranéenne. Et lorsqu'ils se déclarent, ces incendies sont souvent plus dévastateurs qu'auparavant et peuvent prendre des proportions démesurées bien plus importantes qu'en l'absence de vagues de chaleur. Ce phénomène est dû au dessèchement de la végétation causé par la chaleur.
En Afrique du Nord, des températures proches de 50 degrés ont été relevées. Par exemple, la mi-juillet à Kairouan en Tunisie a culminé à 49,7 degrés. Suissant en tête des villes les plus chaudes de la planète, avec plusieurs autres localités tunisiennes dans le top 10 mondial. En Algérie, alors que le mois de juin a enregistré des températures clémentes, juillet a été particulièrement chaud avec des températures caniculaires et plusieurs incendies à travers le pays. Aux Amériques, des centaines d'incendies hors de contrôle poursuivent leur progression au Canada, notamment en Ontario et en Colombie-Britannique. La nappe de fumée a même atteint plusieurs villes américaines, dont New York. En Bolivie, 2 feux de forêt se propagent rapidement, maintenant le département de Tarija en état d'alerte, alors que des vents violents poussent les flammes vers d'autres régions voisines. Vous l'aurez compris, les épisodes caniculaires n'épargnent désormais aucun continent. Les émissions de gaz à effet de serre ont réchauffé la planète d'environ 1,2 degré Celsius depuis l'ère pré-industrielle, créant des conditions climatiques plus chaudes et plus sèches, propices aux incendies. Le double séisme du 24 juin au Venezuela fait 5119 morts selon le bilan officiel actualisé publié par les autorités vénézuéliennes plus de 3 semaines après les secousses de magnitude 7,2 et 7,5 qui ont dévasté le nord du pays, principalement l'état côtier de la Guaira, proche de la capitale Caracas. Le nombre de blessés, 16 740, reste stable. Par ailleurs, environ 17 907 personnes se sont retrouvées sans logement. Et 3 semaines après cette catastrophe, les Vénézuéliens fouillent toujours activement les décombres de leur côté dans l'espoir de retrouver les victimes toujours portées disparues sous les débris. C'est dur, je vous le dis, mais tant que je suis en vie et en bonne santé, je ne renoncerai pas à chercher ma famille. C'est mon seul espoir, les retrouver où qu'ils soient pour leur offrir une sépulture digne. Je conseille à tout le monde de ne pas abandonner. Cela fait déjà 23 jours et si nous sommes encore là, après tout ce temps, pourquoi ne pas garder l'espoir de retrouver au moins leur corps? Je n'ai aucun proche ici, juste une connaissance. Je suis venue de Caracas jusqu'à la Guaira pour apporter mon soutien aux habitants. Nous formons pratiquement tous une seule famille, touchés par ce qui s'est passé ici. Nous survivons comme nous le pouvons. Regardez ce trou qui a été colmaté. Nous avons tous fait des efforts, chacun a participé aux recherches d'une famille qui se trouve là-dessous. Il semble qu'il y ait une dizaine de personnes ensevelies et nous ne les avons toujours pas retrouvées. Nous cherchons au rez-de-chaussée, nous n'avons encore atteint le sous-sol. Nous sommes là, regardez, nous attendons, nous espérons et nous cherchons un moyen de les sortir de là. Des amis, des cousins, des familles. Nous avons tout perdu ici. J'ai tout donné pour mon peuple, j'ai tout donné pour mon État. Il y a encore des gens qui se battent, des gens qui veulent récupérer au moins le corps de leurs proches. Malgré tout ce que l'on voit circuler sur les réseaux sociaux, nous manquons de moyens, nous avons cruellement besoin de machines et de bras pour nous aider. Au Vietnam, au moins 4 personnes ont trouvé la mort dans de graves inondations et des glissements de terrain provoqués par de fortes précipitations qui s'abattent sur le nord du pays depuis mercredi. Par ailleurs, l'autorité nationale chargée de la gestion des catastrophes et des digues a indiqué que plus de 238 hectares de rizières et d'autres cultures ont été endommagés dans 4 provinces montagneuses du nord. Je vous en parlais en titre, la Coupe du Monde s'achève ce dimanche avec une finale prestigieuse qui débutera dans moins d'une heure maintenant entre l'Argentine et l'Espagne. 2 équipes que tout oppose et un énorme show dans les États-Unis en le secret aux portes de New York. Un sujet signé Mohamed Wali Ben Shaban et Mohamed Boualem Saleh. Place à la finale de cette 23e Coupe du Monde. La planète entière retient son souffle et synchronise ses montres. Le temps se suspend pour laisser place à l'histoire entre un champion en titre prêt à défendre sa couronne et un prétendant déterminé à reconquérir le trône mondial.
Argentine-Espagne, l'affiche parfaite pour clore ce premier mondial élargi à 48 équipes. Ce choc entre champions continentaux oppose deux parcours sans faute portés par sa grinta et son expérience. L'Argentine n'est plus qu'à une marche d'une doublée historique et d'une 4e étoile. Face à elle se dresse l'Espagne, portée par l'ambition d'une nouvelle génération et le rêve de reconquérir une couronne mondiale qui lui échappe depuis son unique sacre il y a 16 ans. Le sélectionneur De La Fuente, architecte de ce renouveau, entend prouver que le retour au sommet ne dépend que d'un collectif soudé, d'un mental d'acier et d'une certitude absolue. Au cœur de New Jersey, ce choc Europe-Amérique latine s'annonce historique. C'est un véritable passage de témoin entre générations. D'un côté, la légende de Lionel Messi dispute sa 3e finale pour clore magistralement sa carrière. De l'autre, le jeune prodige Lamine Yamal honore son premier mondial, prêt à ouvrir une nouvelle ère pour le football mondial. C'est un choc de style, une opposition entre deux grandes écoles du football et deux nations majeures qui excellent dans la gestion des détails. Ce match s'annonce comme une véritable bataille qui pourrait se décider en 90 minutes ou peut-être plus. Mais à la fin, il n'y aura qu'un seul vainqueur, un seul champion pour soulever le plus précieux des trophées. Reste à savoir vers quelle capitale s'envolera l'or, pour Buenos Aires ou Madrid. Et les supporters argentins et espagnols ont envahi Times Square à New York en vue de la finale du Mondial 2026, durant laquelle s'opposent leurs équipes. L'Argentine cherchera sans doute à défendre son titre de 2022, tandis que l'Espagne tentera de remporter son 2e titre de champion du monde, le premier ayant été décroché en Afrique du Sud en 2010. Nous sommes impatients de voir notre équipe nationale jouer. Nous allons gagner, c'est évident. L'Espagne a réalisé un tournoi fantastique et j'espère qu'ils vont maintenir ce niveau. Ils ont une touche magique. Nous ne sommes pas inquiets. Nous sommes confiants dans notre capacité à soulever la coupe. C'est la meilleure finale possible. Je prédis une victoire de l'Espagne. Et pour accueillir cette finale dans de bonnes conditions, un important dispositif sécuritaire a été mis dans et autour du MetLife Stadium, rebaptisé Stade de New York, New Jersey, situé à East Rutherford, dans la banlieue de New York. Voilà, et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.